Des acteurs du Irak d'au moins 21 préfectures ainsi que de la diaspora prendront part à une conférence unitaire jeudi prochain en Algérie. Au cours de la rencontre sera soumise aux participants une proclamation du 22 février, ce en référence à la date des premières grandes manifestations contre la candidature à un 5e mandat du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Nous sommes des gens responsables, nous sommes des gens de la société civile, nous sommes des activistes du Hirak. Nous voulons aujourd'hui, à l'occasion du premier anniversaire du Hirak, justement, non seulement célébrer, mais prendre acte aujourd'hui de l'état d'avancement des libertés. Malheureusement, voilà, le test est fait aujourd'hui, après justement une année de mobilisation, une année de lutte pour justement consacrer les droits les plus élémentaires, les fondamentaux pour les citoyens. Aujourd'hui, voilà, le test est fait devant vous, de la volonté réelle du pouvoir en place. La liberté de la presse a commencé à se détériorer à partir de 1999. Les gens me demandent pourquoi la presse n'est pas libre en Algérie depuis le 22 février, alors que le peuple s'est libéré et exprime ce qu'il veut. Nous vivons en ce moment cette contradiction. Nous sommes devant un rendez-vous historique. Nous espérons réussir à préparer la première réunion nationale. Réunissons les militants et acteurs du Irak. Ce sera peut-être la première pierre pour construire un front fort et uni. La proclamation du 22 février est un texte consensuel qui sera présenté lors de cette conférence. Le document s'inspire des revendications du Irak et de ses slogans. Le Irak a obtenu la démission de Bouteflika début avril 2019, mais il continue de réclamer une véritable rupture avec le système politique en place depuis l'indépendance du pays en 1962. La situation reste profondément préoccupante en Libye avec de multiples violations du cessez-le-feu et de l'embargo sur les armes, a déploré ce dimanche l'ONU, un mois après la conférence internationale de Berlin censée remettre un processus de paix sur les rails. Malgré certains signaux positifs, la situation reste inquiétante, a souligné Stéphanie Williams, adjointe de l'émissaire de l'ONU pour la Libye lors d'une conférence de presse à Munich. La trêve ne tient qu'à un fil avec de nombreuses violations, plus de 150 recensées au total. Le peuple libyen continue de souffrir. La situation économique continue aussi de se détériorer, exacerbée par le blocus des installations pétrolières, a-t-elle souligné. Les représentants d'une douzaine de pays soutenant pour partir l'une ou l'autre des deux camps se sont retrouvés en marge de la conférence sur la sécurité de Munich pour faire le point sur les avancées un mois après la réunion du 19 janvier à Berlin. Les principaux pays concernés par le conflit avaient alors promis de respecter l'embargo sur les armes et de ne plus interférer dans les affaires intérieures de la Libye. Les affrontements entre l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, et le gouvernement d'union nationale de Fayez El-Sarraj ont causé la mort de plus de 1000 personnes, tandis que 140 000 ont été déplacés, selon l'Organisation des Nations Unies. Les négociations battent leur plein 2 jours après que le principal parti parlementaire Ennahda a décidé de ne plus participer au futur gouvernement constitué avec l'appui de Kais Saied, ni de le soutenir, rendant impopulaire son approbation par le Parlement. Le Premier ministre désigné par Kais Saied, Ilyes Fakhfakhte, a jusqu'à vendredi pour soumettre son cabinet au vote des députés. À défaut de gouvernement validé par le Parlement, Kais Saied pourra dissoudre l'Assemblée à partir du 15 mars. Si le Premier ministre actuel n'est pas en mesure de former un gouvernement, et si le gouvernement qui sera présenté au Parlement n'obtient pas sa confiance, alors la référence, c'est la Constitution. À ce moment-là, il est possible, comme le stipule la Constitution, d'avoir recours au peuple puisque c'est lui qui détient la souveraineté et accorde ou retire sa confiance à qui il désire. Et le dernier mot revient à la loi et aux Tunisiens. La Tunisie se trouve dans une situation politique d'autant plus délicate que les députés déchirés par des luttes de pouvoir n'ont toujours pas formé de cour constitutionnelle chargée de trancher sur les interprétations de la loi fondamentale. Le président de la République a appelé chacun à prendre ses responsabilités à ce stade historique crucial et difficile, tout en rappelant qu'il y avait une continuité de l'État avec ou sans nouveau gouvernement. Fakhfakhte, ancien ministre des Finances, a été désigné après les
l'échec d'un premier cabinet formé sous la houlette d'Ennahdha à la suite des législatives du 6 octobre est largement rejeté par un parlement morcelé. Parmi la liste de 29 ministres annoncés samedi soir, 15 sont présentés comme indépendants et 6 sont membres d'Ennahdha. En visite en Éthiopie, le secrétaire d'État américain s'est prononcé sur le différend qui oppose l'Égypte et l'Éthiopie sur la construction du barrage du Nil Bleu. Mike Pompeo a estimé qu'un accord permettant de résoudre le différend entre les États pourrait prendre des mois. Il reste beaucoup de travail à faire, mais je suis confiant que dans les mois à venir, nous pourrons résoudre ce désaccord, a déclaré Pompeo au cours d'une conférence de presse à Addis Abeba. Les dernières négociations, la semaine dernière à Washington, se sont achevées sans qu'un accord global soit conclu. Mais le Trésor américain a dit œuvrer à la préparation d'un accord final qui puisse être soumis au chef d'État d'ici la fin février. Ce projet est depuis 2011 l'objet de vives tensions entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, mais les négociations se sont accélérées ces derniers mois. Le Trésor américain s'est impliqué dans le dossier après que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a fait appel à Donald Trump. L'Éthiopie estime que le barrage de la Renaissance, appelé à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique, est essentiel pour son développement économique. Mais l'Égypte s'inquiète de son impact sur le débit du fleuve qui pourvoit à 97% ses besoins en eau. L'un des principaux points d'achoppement concerne la vitesse de remplissage du réservoir du barrage qui pourrait contenir 74 milliards de mètres cubes d'eau. L'Égypte craint une réduction drastique du débit du Nil en cas de remplissage trop rapide du réservoir par l'Éthiopie. Le bilan de l'épidémie à coronavirus a dépassé ce mercredi les 2000 morts. Mais l'OMS a mis en garde contre toute mesure disproportionnée, citant une étude montrant que plus de 80% des patients souffraient d'une forme bénigne de la maladie. Une étude menée par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies sur plus de 72 000 personnes. Toujours selon cette enquête, jusqu'à 39 ans, le taux de mortalité du Covid-19 reste très bas, à 0,2%, puis s'élève progressivement avec l'âge. Depuis quelques semaines, la Chine place de facto en quarantaine la quasi-totalité du Hubei. En dehors de la province, seuls 56 nouveaux cas ont été recensés ce mercredi sur les dernières 24 heures. Le 4 février dernier, ils étaient encore 890. Au total, le bilan en Chine continentale atteint désormais 2004 morts. Parmi eux, un directeur d'hôpital mort mardi à Wuhan, berceau du coronavirus. Ailleurs dans le monde, 5 décès ont été enregistrés jusqu'à présent aux Philippines, à Hong Kong, au Japon, à Taïwan et en France, mais l'épidémie suscite toujours de nombreuses craintes. Un sommet Chine-Union européenne prévu fin mars à Pékin a d'ailleurs été abandonné, selon des sources européennes. Filomeno dos Santos est accusé par la justice angolaise d'avoir détourné avec la complicité de l'ex-gouverneur de la Banque centrale, Walter Filipe da Silva, 500 millions de dollars de fonds publics transférés en Suisse. Mais dans une réponse écrite à des questions des juges datant du 6 février dernier et présentée ce mardi au tribunal, l'ex-président angolais, José Eduardo dos Santos, qui vit en Espagne, a affirmé que les mises en cause, jugées à Luanda pour corruption, ont agi pour améliorer la vie publique angolaise. J'ai autorisé le transfert des 500 millions de dollars qui étaient uniquement destinés à garantir des investissements de 30 milliards de dollars. Cela a été fait pour la situation économique du pays, non pour l'intérêt personnel de ceux qui ont exécuté ce transfert, écrit l'ex-président angolais. José Eduardo dos Santos a affirmé qu'il avait ordonné à Walter Filipe da Silva de garder ses opérations top secret, mais qu'il en avait informé João Lourenço qui lui a succédé en 2017. Si Dos Santos n'a pas signé la lettre, nous allons avoir une réaction d'ici quelques jours car les médias vont diffuser la nouvelle. Je crois qu'il y a beaucoup de gens ici en Angola qui écoutent les nouvelles et qui confirmeront si Dos Santos a signé la lettre ou non. C'est pourquoi je suggère, en cas de doute, que nous organisions une vidéoconférence pour qu'il puisse se présenter au tribunal et s'expliquer. Fils de l'ex-chef de l'État, Filomeno
Dos Santos a dirigé sous le règne de son père le fonds souverain angolais, chargé d'investir une partie des revenus du deuxième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne. Placé en détention provisoire en septembre 2018, il a été libéré 6 mois plus tard dans l'attente de son procès qui s'est ouvert en décembre 2019 à Luanda. Le verdict doit être prononcé le 3 mars et le fils Dos Santos risque jusqu'à 12 ans de prison. Après l'échec en janvier d'un gouvernement constitué sous la houlette d'Ennahda, le Premier ministre désigné par Kaïs Saïed, Ilyes Farfat, a présenté mercredi soir une nouvelle liste de ministres. La formation de ce gouvernement a consisté en une large coalition qui représente le spectre politique sous toutes ses formes, est ouverte à toutes les familles politiques et intellectuelles et est basée sur un protocole d'accord qui a constitué une plateforme politique visant à assurer la stabilité et à offrir des possibilités de réussite. Nous nous engagerons à faire en sorte que ce gouvernement, après lui avoir accordé la confiance, soit le gouvernement de tous les Tunisiens, quelles que soient leurs différences d'appartenance ou leurs opinions, et qu'il soit un gouvernement qui unit et ne sépare pas, et qu'il serve le peuple et les objectifs les plus élevés du pays. Le parti de Rached Ghannouchi, qui avait initialement désavoué la composition du gouvernement présenté samedi soir par Farfat, s'est finalement engagé à soutenir ce cabinet. Ce soutien ouvre la voie à son approbation par le Parlement, où Ennahda dispose du principal contingent avec 54 députés sur 217. Alors qu'Ennahda avait soutenu Kaïs Saïed au second tour de la présidentielle, ces négociations ont mis à jour de profondes divergences entre les deux principaux acteurs. Néophyte en politique, mais élu en octobre dernier avec un très confortable score, Kaïs Saïed est un spécialiste du droit constitutionnel très critique du système parlementaire partisan. Ghannouchi, lui, est une figure de la classe politique aux commandes depuis la révolution de 2011 qui a vu son poids électoral s'éroder, même s'il demeure la principale force du pays.